Bismillah. Comme d'habitude, Ambre a vomi sur le tapis. Crétin de chat. La belle symétrie du motif de laine est souillée d'une langue traînée verdâtre. L'odeur est suffocante, mais un bataillon de fourmis nettoyeuses s'affaire déjà à réparer les dégâts. Ambre est invisible, sans doute réfugiée dans un recoin de la salle de bain pour s'y laisser mourir plus à son aise. Ça lui passera. Je savoure la façon dont les choses se remettent en place après un échange. Lentement, d'abord, le sentiment poignant de ne pas être au bon endroit. Le décor qui n'est plus ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Une balafre sur le tapis qui se reflète dans le miroir du plafond. Une harmonie rompue, des fêlures qu'il faut réparer, rien de vraiment palpable. Puis soudain, le déclic. J'ai réussi le grand saut une fois de plus. Je suis là où je dois être, même s'il me faut du temps pour le réaliser. J'avais fermé la fenêtre avant de m'endormir hier soir. Celle de cet appartement est entrebâillée et un jour sombre, crépusculaire, filtre à travers les rideaux. Ici, la nuit n'est pas encore tombée. Il faudra que je m'habitue. Avec prudence, je pose les pieds par terre en tâchant d'éviter la flaque nauséabonde et les fourmis qui courent partout. J'y arrive à peu près, malgré le vertige. Moi aussi, je suis malade lors des échanges, mais j'ai toujours réussi à contrôler mes entrailles. Dieu merci. J'écarte les rideaux, je me penche, une rafale de vent glacé me cingle. À perte de vue, des toits, un enchevêtrement de terrasses, de dômes, d'angles bizarres et de flèches incongrues, un chaos de replis éparpillés sans aucun plan, d'où jaillit la tour du beffroi, cette épée de chair vermillon incrustée d'une horloge carrée, la peau de l'animal vil à des nuances terre de sienne, que ravive par endroits le violet d'un capillaire noyé dans l'épaisseur des murs. Une légère buée monte de ces rues, sur lesquelles veillent les arcs de métal tordus des éoliennes. De mon poste d'observation, au sommet de l'édifice, je domine ma ville. Une de mes 27 villes, toutes identiques. J'apprendrai bientôt le nom de celle où je viens de me réveiller. J'ai le temps. L'appui de la fenêtre frissonne sous mes doigts à chaque gifle du vent et les éoliennes vibrent. Un bourdonnement chaud, jamais monotone, comme si un musicien invisible promenait son archet sur les toits. Les yeux fermés, je me laisse aller, conscient que cette pulsation qui me traverse est celle de l'animal vil. L'accord se fait petit à petit. Une caresse de fourrure contre mon mollet, Ambre est de retour. La queue basse, l'air dégoûté, il a sauté par-dessus la souillure que les fourmis ont quasi effacée. À présent, nous pouvons tous deux faire comme si rien ne s'était passé. Salut le chat. Je l'attrape sous les pattes de devant et l'examine. Une silhouette efflanquée, au pelage très court, très noir, lisse, l'allure d'un sphinx de gouttière qui aurait mis un smoking pour sortir. Deux énormes yeux dorés, ronds, à l'iris barré d'une épaisse ligne verticale, lui mangent le visage. Je l'embrasse sur le minuscule triangle brun de son nez et le juge sur mon épaule. Ses griffes se plantent dans mon dos, sans insister. Il m'en ronronne en contrepoint des éoliennes et sa tiédeur me fait prendre conscience de ma nudité. Je referme la fenêtre. Ambre se frotte contre ma joue. C'est moi qui lui sers de repère pour surmonter le choc du transfert, comme l'animal vil le fait pour moi. Échange de bons procédés, j'aime l'idée de cette hiérarchie verticale, de cet emboîtement de causes et d'effets qui borne mon univers dans tous les sens. Ambre, la ville et moi, maillons d'une chaîne infinie, et les fourmis, j'allais les oublier. Il faut bien qu'Ambre lui aussi ait quelque chose à écraser. Je pousse la porte de mon atelier, m'attendant curieusement à trouver une de mes créations sur le socle central, espoir déçu. Il n'y a que le fatras habituel éparpillé sur les plans de travail. Tout autour de la pièce, rien d'assemblé, rien d'équilibré. Il me semblait pourtant avoir achevé récemment une commande pour une galerie privée. Je n'arrive pas à préciser mes souvenirs, tout se brouille dans mon esprit. Sans doute s'agit-il d'une séquelle de l'échange, comme cela s'est déjà produit. Il y a bien longtemps que je n'ai rien entrepris sinon des essais personnels aussitôt détruits. Mes visites à l'atelier, dès mon réveil, sont aussi rituelles que les vomissures d'Ambre et tout aussi effaçables. Bientôt, je le jure, je me remettrai à créer. Je traîne un peu dans la cuisine sous le regard des approbateurs d'Ambre, condamné à la diète,
Un peu de toilette, puis j'irai à la découverte du nom de cette ville. En descendant les degrés de fer, je siffle un air au titre oublié. L'escalier d'incendie, scellé à la chair de la façade par des crampons rouillés, résonne sous mes pas. Il y a un bonheur certain à sauter ainsi de marche en marche, la main appuyée sur le mur tiède, complice. Arrivé en bas, j'ôterai mes chaussures et les suspendrai à la rampe. Je plains ceux qui n'osent pas glisser pieds nus sur la peau de la ville et qui n'écoutent jamais les éoliennes. Une part de ma réalité leur échappe. Le soir tombe, l'échange m'a fait gagner une nuit supplémentaire, cadeau de bienvenue comme je les aime. Les heures qui viennent seront pleines, avec cette lucidité particulière aux petits mains sans sommeil. J'ai l'impression de me réveiller pour la seconde fois. Après chaque transfert, ma mémoire est envahie de rêves en morceaux. Plus rien ne s'emboîte ni ne s'apparie. J'aimerais fouiller ce désordre, acquérir la certitude que rien de ce que j'ai abandonné là ne mérite qu'on le reprenne, mais la lucidité, peu à peu, m'en arrache et me ramène vers les rues éclairées de la ville. Sans hésiter, je pars vers le centre. Pour les voyageurs comme moi, il y a deux façons de savoir où l'on vient d'être transféré. Interroger les mémoires du terminal intégré à l'appartement, ou bien aller prendre un verre aux étoiles mortes. Chacun sa méthode. En ce qui me concerne, le bar de Falstaff est une institution, un maillon essentiel du rituel de l'échange. L'enseigne, qui ne scintille plus depuis une éternité, est accrochée de guingois au sommet d'un dôme ocre en forme de carapace de tortue. L'entrée est flanquée de deux piliers roses vifs entaillés de graffitis, où les rigoles de pluie ont dessiné des marques sombres. Tout autour, la chair de l'édifice est plissée, flétrie, l'endroit ne paie pas de mine. Pourtant, c'est un des lieux les plus magiques que je connaisse. La musique qui s'en échappe est celle d'un vrai violoncelliste, perdu dans son solo. Je m'arrête un moment pour l'écouter. Quand on est résident à vie d'une ville éparpillée en 27 reflets, de tels détails prennent une importance extrême. Dès que je pousse la porte à petits carreaux, le violoncelle prend un relief supplémentaire. Je me glisse dans la salle dont le sol a la consistance du vieux cuir et tablé de brun. L'intérieur a la forme d'un sablier couché avec un plafond noyé de fumée d'où pendent des draperies de chair à l'allure de jambon. Le comptoir circulaire occupe le point le plus étroit du bar et une minuscule estrade s'élève sur la droite, en entrant. Tout au fond, des boxes encastrés dans la paroi sont plongés dans la pénombre. La plupart des tabourets sont occupés. Des rangs humides, récents marquent les tables de bois noircies par l'alcool. Beaucoup de visages me sont familiers, bien que je ne sois pas sûr de les voir déjà croisés. Normal, les échangés ont tous la même tête. On les choisit assez proches du modèle maître pour que l'échange s'effectue sans problème. C'est une pensée déprimante quand on y songe. Il ne suffit pas de savoir qu'on est un artiste raté. Il faut en plus savoir qu'on existe en 26 exemplaires, plus l'original qui, lui, est célèbre. Il m'arrive parfois de me sentir l'idiot de la famille. Le violoncelliste fait une pause afin de vérifier ses clés. J'en profite pour m'approcher du comptoir. Falstaff, le dos tourné, pianote sur son orgue à bière. Ici, chaque habitué a sa mélodie préférée, mais de temps en temps, on le laisse improviser. Le résultat est toujours surprenant. Je contemple sa silhouette large, rassurante, et son crâne plus qu'à moitié dégarni. Un gros rire de contentement secoue ses épaules, tandis que la mousse déborde du verre et ruisselle sur ses doigts. C'est bon de le retrouver là, identique à lui-même, stable comme le pivot autour duquel tourneraient les villes. Sacré Falstaff, c'est le seul de nous tous qui ne change jamais lors des transferts, et pour cause, ils sont 27 doubles, qui ont chacun accès à la totalité des informations recueillies par les autres. Voilà le secret des étoiles mortes. Il faut le savoir, puis l'oublier. Pour moi, il n'y aura jamais qu'un Falstaff à la fois. Il se retourne et m'aperçoit, petit sourire, mais qui réchauffe, et le violoncelle repart. Stravinsky, la suite italienne, je crois. Salut, Closter. Qu'est-ce que tu as fait de ton chat? Je l'ai laissé là-haut. Donne-lui le temps de récupérer avant de se plonger dans tes mixtures infernales. Monsieur fait la fine bouche? J'ai de nouveaux mélanges dont tu me diras des nouvelles. Non, pas cette fois-ci. Serre-moi mon habituel
le temps de me remettre dans le bain. D'accord, la prochaine salve est pour toi. Il fait sonner la cloche de marine qui pend au-dessus des fûts. La belle voix de bronze interrompt les conversations. Une tournée générale à ma solde. C'est la règle puisque je viens d'arriver. Tant pis, avec la prime d'échange, mon compte doit être sorti du rouge. Enfin, je suppose, je ne sais plus très bien où j'en suis de ce côté-là. Une dernière chose, Falsti. Oui? Où sommes-nous? Il secoue la tête et se penche vers mon oreille, comme si le nom qu'il va murmurer était un secret entre lui et moi. Dans un certain sens, c'est le cas. Niradmans. Je me suis glissé dehors comme un voleur, les yeux levés. À présent, je peux regarder les étoiles en les nommant ici. Le boulier, là, le gobelet d'émeraude, au sud, juste au-dessus de la ligne d'horizon, sol, une toute petite lueur, pas vraiment nette. Est-ce bien lui? Malgré le fil immatériel qui s'étire à travers les années-lumière pour me rattacher à la Terre, je ne suis pas fichu de le savoir. Il y a trop longtemps que j'ai quitté Ganadi et ma tribu. Difficile de se repérer au milieu de ces constellations étrangères. On risque toujours de se tromper en cherchant le soleil natal, ce qui est sans importance sauf pour l'amour-propre. Falstaff, dans ses rares moments de philosophie, m'a dit une fois: toutes les étoiles sont mortes, aussi mortes que mon enseigne. Idée mélancolique qui convient bien à cette nuit. Le tapis du ciel est d'un gris de cendre. Les nuages défilent comme des syllabes noires, haïkus d'encre de Chine, tracés sur du papier de mauvaise qualité. Si je sais déchiffrer les signes, un orage éclatera bientôt. Les éoliennes sont cachées par les toits quand les éclairs frapperont les structures métalliques. Je ne les verrai pas. Je pense brusquement à Ambre, rester seul là-haut, et je me mis à courir. Les premières gouttes s'écrasent sur le sol au moment où j'atteins l'escalier. Sans remettre mes chaussures, j'escalade 4 à 4 les degrés de fer. Dans ma tête se mêlent les grondements du tonnerre et une phrase de violoncelle sans cesse répétée qui s'est fichée là. Dieu subhanahu sait pourquoi. Les marches sont glissantes et j'ai les pieds trempés. Nairadmans sent le chat mouillé avec quelque chose d'électrique en plus. Cette fragrance si particulière des animaux vils sous la pluie qui rend Ambre à moitié fou à chaque orage. Quand j'ouvre ma porte, un jet de fourrure se glisse entre mes jambes. Je l'attrape au vol, miaulement de protestation, coup de griffe. Désolé le chat, pas question de te laisser sortir au milieu de cette ville en chaleur. C'est un trop gros morceau pour toi. Par la fenêtre ouverte, le ciel envahit la pièce. Un éclair tout proche illumine un instant les toits incarnés. L'eau stagne dans les replis des terrasses. Partout où la peau de la ville s'est affaissée, des mares se forment. Un voile d'eau ruisselle le long des voûtes et se déverse en cascade qui éclabousse les rues avec un bruit de machine à écrire. Ambre s'étire contre ma poitrine. Chaque rafale de vent le fait frissonner et il frotte sa tête contre ma main pour que je le caresse. Mes doigts s'attardent derrière ses oreilles dressées et au creux de son menton, dans la petite dépression où la peau est presque nue, où je sens battre l'artère de sa gorge quand il ronronne. Un véhicule de surveillance passe au-dessus de ma tête. L'œil bleu de son projecteur braqué sur les édifices. Le faisceau balaie ma fenêtre et je ferme les yeux aveuglés tandis que le grondement des moteurs se mêle à celui du tonnerre. J'imagine le spectacle que nous devons offrir. Ambre et moi ainsi environnés d'éclairs. Deux fous à moitié trempés, isolés à l'étage supérieur de la ville, comme des gardiens de phare face à la tempête. Dans un tel moment, j'oublie ce que je suis, le vide de l'atelier qu'aucune œuvre digne de ce nom m'a coupé depuis si longtemps et qui fait écho au vide de ma propre vie. J'oublie tout. Il ne reste qu'une silhouette inscrite dans un rectangle de lumière, à demi penchée au dehors pour mieux voir tomber la pluie. À l'horizon, les éoliennes se tordent sous les coulées électriques. Lors de mes escapades sur les toits, je retrouve parfois des larmes de verre brutes au pied des tiges métalliques, là où les éclairs ont fait fondre les gros isolateurs. Je les entasse sur mes étagères avec la vague idée de les utiliser un jour, dans une autre vie. J'aurais aimé être souffleur de verre. Cette matière froide, trop lisse, me fascine. Pour moi, c'est à cela que devrait ressembler le cœur d'une étoile morte.
tout le contraire d'une poignée de cendres. La ville luit comme un poisson frais pêché. Le vent agite les draperies d'eau qui tombent des balcons. Les éoliennes gémissent et plient, se brisent parfois. À présent que le premier choc est passé, je prends du recul. Mon esprit se détache pour survoler la scène avec l'impartialité d'un critique. Je m'attelle à la tâche de reconstruire l'orage, afin que les forces qui le composent tendent vers un impossible équilibre où Naira et moi-même jouerons notre rôle. Y a-t-il là matière à une œuvre? Sans doute pas, mais l'exercice est intéressant. Sentant mon changement d'attitude, Ambre s'échappe de mes bras pour se diriger vers la cuisine. Je referme la fenêtre. Je n'ai pas sommeil, pas encore, dehors. Il y a les étoiles mortes et le violoncelle. Il y a aussi la pluie, nettement moins réjouissant. Je me sens lâche. Les mémoires de l'appartement renferment assez de musique pour me noyer 10 fois. Mais pas la suite italienne, si j'ai de la chance. Le musicien inconnu la rejouera demain. Dans la salle déserte, Falstaff s'affaire à frotter ses tables. Je fais des rangs avec ma chope sur le comptoir humide. Pur sadisme. Il vient juste de le nettoyer. J'essuie mes dessins d'un revers de manche et avale une autre gorgée. Mon mélange habituel dans l'arrière-goût varie à peine d'une fois sur l'autre. J'ai déjà vécu cet instant bien des fois. Le matin, à l'odeur du linge fraîchement lavé, Guanadi, mon frère gitan, échoué sur vieille terre, rêvait autrefois de saupoudrer les nuages de savon en paillettes, afin de noyer les villes salies par l'homme sous un déluge de bulles. Vieux fantasme de purification, je ne suis pas sûr que j'apprécierais. Dis donc, toi. Ambre a plongé son nez dans ma bière, les moustaches pleines de mousse, et ressemble à une victime des pluies savonneuses de Ganadi. Je ne peux m'empêcher d'éclater de rire. Falstaff, à l'autre bout de la salle, relève la tête et sourit. Un autre rire me fait écho, un peu voilé, un tri aigu qui manque étrangement de profondeur. Le dos d'Ambre se hérisse, puis sans transition, il se met à ronronner. Je me retourne étonné. Elle se tient à 2 mètres de moi, silhouette féminine, désincarnée, à peine esquissée. À travers son visage, je distingue le carré de soleil de la porte entr'ouverte. Superposées au tracé de ses lèvres pâles, les lignes de son corps sont drapées d'un voile translucide. Le classique suaire des voyageuses astrales, sur elle, c'est assez sexy. J'aurais juré que les astrales ne fréquentaient pas les villes. Falstaff, lui, a jeté un coup d'œil et s'est remis à son nettoyage. Je dois avoir l'air idiot à les dévisager ainsi, la bouche ouverte. Sinon, léger fantôme, avant déplu, se moque-t-elle dans un murmure, mais Ambre interrompt la citation en plongeant dans ses bras. Le corps tendu, il passe à travers elle et atterrit sur le plancher avec un miaulement frustré. Elle se penche et promène ses doigts immatériels le long de son dos. À ma surprise, il se laisse faire. L'échine arquée, la fourrure hérissée, je l'aurais cru plus farouche, mais qui peut se vanter de connaître son propre chat? La main de l'astral effleure la zone nue des pattes d'Ambre, cette ridicule bande de peau rose entre griffes et fourrure qui ressemble à une paire de chaussettes couleur chair. Comment est-ce arrivé? Me questionne-t-elle. Ma faute, je lui ai acheté une de ces nouvelles litières protoplasmiques qui dégère les déchets organiques. Ce crestin s'est endormi dessus. Je hausse les épaules. Ça repoussera dans 1 ou 2 mois. En fait, il s'appelle Ambre. Je me penche et le cueille par la peau du cou. Jalousie. Voilà que je me conduis comme un rustre parce qu'une apparition se permet de séduire mon chat. Elle a un sourire fugitif et se détourne en glissant vers le fond de la salle. Un nuage voile un instant le soleil et son visage en contre-jour s'assombrit. Elle doit être superbe sous la pluie, avec les gouttes qui la transpercent. Ai-je le temps de songer? Puis sa voix s'élève et je tends l'oreille malgré moi. Je cherche le nouvel entrepôt des transports interstellaires. On m'a dit qu'il était dans ce secteur. Falstaff prend le temps de réfléchir. Sans cesser de frotter, j'en profite pour répondre à sa place. Le grand fourre-tout. Prenez à droite en sortant, puis tout droit vers le beffroi. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est le seul bâtiment artificiel du coin. Merci.
Elle s'éloigne entre les tables, suivie des yeux par Ambre. Arrivée à la porte restée entr'ouverte, elle nous lance. Souhaitez-moi bonne chance. Je hausse la tête en silence et Ambre ronronne. Je suppose que cela peut passer pour un acquiescement. Les étoiles mortes semblent vides après son départ. Je n'ai pas envie de commander une autre bière à un Falstaff décidément bien silencieux. Ambre sur l'épaule, j'abandonne sur le comptoir d'acajou, Brunet une chope ourlée de mousse. Dehors, une nouvelle journée a commencé pour la ville. Les dernières flaques de la nuit sont bues par les replis du sol. À l'horizon tournent les éoliennes. Il fera bientôt trop chaud pour bouger. Depuis plusieurs jours, l'idée d'une œuvre inspirée par l'orage s'incruste dans mon esprit. Ambre sur mes talons, j'ai fait des recherches, dressé des plans. Le déclic ne s'est pas produit. Peut-être après tout parce qu'une tempête est déjà un équilibre en soi, une progression dramatique vers un point culminant que l'on dépasse sans s'en apercevoir. Aucun orage ne tient véritablement ses promesses. Comme toujours après un échec, j'ai traîné sans but, pieds nus, le long des rues tiédies par le soleil. Le courant m'a rejeté vers le bar de Falstaff. J'ai aperçu son enseigne par la trouée des toits alors que plusieurs blocs m'en séparaient. Les étoiles de néant terni semblaient me narguer. J'ai résisté, enfilé des ruelles transverses aux façades de Guingois. Je me suis perdu en détours inutiles qui m'ont inexorablement ramené vers l'entrée. Parfois, j'aimerais croire que je ne suis pas dupe de moi-même. Ambre juchait sur mon épaule, je pousse la porte, accueilli par le brouhaha des conversations et le tintement des verres. Sur l'estrade, le violoncelle pointe sa tête recourbée hors de la housse de velours blanc, comme un squelette de mariée. Je cherche en vain le musicien dans l'amas des visages qui m'entourent. Il me viendra sans doute plus tard, l'instrument à demi déshabillé en est la preuve. Je me glisse entre les tables à la recherche d'une place libre. La salle est envahie de fumée. Dans le fond, des cloisons cartilagineuses d'un jaune grisâtre délimitent des boxes qui ne sont guère fréquentées. Les veines desséchées des parois trahissent un peu trop la vraie nature de l'animal vil et mettent les clients mal à l'aise. Je jette un coup d'œil dans un coin sombre. Une voix m'interpelle. Tiens, l'homme au chapelet. Les poils de ses pattes ont-ils repoussé? Dans le noir, le suaire est à peine visible. Il me faut du temps pour la reconnaître, mais Ambre a réagi tout de suite et ronronne. J'esquisse un sourire. Pas encore. Ça vient petit à petit. Je peux m'asseoir? Nous nous dévisageons en silence, puis Ambre descend de mon épaule avec dignité et va s'asseoir sur la banquette tout près d'elle. Elle effleure d'un doigt insubstantiel sans cesser de m'observer. Ne soyez pas jaloux, je vous en prie. J'ai des rapports particuliers avec les chats depuis que je suis dans cet état. Ambre frissonne sous sa caresse. Je me sens un peu stupide. Vous avez trouvé le fourre-tout? Sur son visage, un voile passe, pareil au reflet d'un nuage sur l'eau. Son expression est impossible à déchiffrer. Oui, je vous remercie. Les griffes d'Ambre crissent sur le cuir de la banquette. Que dira une astrale? Vous m'avez surpris l'autre jour. J'étais persuadé que les voyageurs lents ne fréquentaient pas les villes. Il faut dire que je ne sais pas grand-chose d'eux. Vous êtes la première avec qui j'ai l'occasion de bavarder. C'est vrai, nous évitons de venir ici, murmure-t-elle. Nous nous réunissons ailleurs. Vous devriez le comprendre. Pour les privilégiés dans votre genre, les voyages sont instantanés. Il suffit d'un code pianoté sur le clavier neural de chaque ville, et hop, vous sautez d'un monde à l'autre sans vous en apercevoir. Mais pour nous, qui ne pouvons pas payer les tarifs exorbitants fixés par le cartel des propriétaires, il ne reste que les vaisseaux des migrants. Vous savez comment les voyageurs les surnomment? Les wagons plombés. Imaginez un empilement de cercueils dans des soutes sans air, des iris s'ouvrant sur le vide afin que la température reste proche du zéro absolu durant tout le trajet. À chacun de nous, on a fait miroiter la possibilité de devenir un astral. Des mois d'entraînement épuisants. J'ai appris à parler en projetant une illusion de voix, un murmure sans épaisseur avec lequel il est impossible de crier.
Je me suis résigné à n'être qu'une silhouette fragile dont la cohésion demande de perpétuels efforts de volonté. Il y a des règles, vous savez. La matière non organique me repousse. Seule la chair vivante peut choisir de m'accepter. Je ne suis pas un fantôme, même si j'en ai l'air, je n'ai pas les moyens de traverser les murs. Pour finir, j'ai subi une sélection si sévère qu'un seul sur 1000 réussit les épreuves. Et tout ça pourquoi? Pour m'échouer sur un nouveau monde et attendre que mon corps me rattrape à une fraction de la vitesse de la lumière. Ses doigts, par inadvertance, s'enfoncent dans l'échine d'ambre, qui tressaille qu'elle ne s'en aperçoit pas et continue de sa voix détimbrée, curieusement neutre. Savez-vous qu'après vous avoir quitté, j'ai arrêté un vieil homme pour lui redemander mon chemin. Il m'a dévisagé, comme vous en ce moment, et m'a répondu. J'aimerais pouvoir vous aider, mais vous n'êtes visiblement pas réel. Je suis désolé. Elle a une moue très lumineux dans la pénombre. Ce n'est pas votre faute, de toute façon. Je n'aurais pas dû m'en prendre à vous. Par-dessus le brouhaha de la salle, le silence s'installe à nouveau. Ambre lui-même s'est tu, comme s'il tenait à se faire oublier. J'hésite à tendre la main pour le reprendre et m'en aller. Je me sens intrus auprès de cet esprit femme, dont le corps vogue dans l'espace glacé qui sépare les villes. Et soudain, le miracle. Une note de violoncelle, longuement tenue à l'archet, nous enveloppe. Je ferme un instant les yeux pour mieux la recevoir. Une mélodie fruste s'ébauche. Sans fioriture, sans joliesse inutile, le musicien joue comme on se noie et mes doigts, en rythme, se crispent sur des cordes invisibles. En relevant la tête, je croise le regard aveugle de l'astral. Les yeux clos, son corps se tord sous l'effet des vibrations jaillies de l'instrument. Chaque coulée de grave la fait vaciller, menace d'éparpiller sa substance en gouttelettes translucides. Je tends la main vers le suaire qui se froisse entre mes doigts. Le tissu, presque impalpable, crépite d'énergie. J'ai l'impression de saisir un nuage d'orage prêt à crever. Ça va? Elle sursaute, se reprend, sa silhouette se reconstitue. Durant un bref instant, je la devine, aussi nue qu'un esprit peut l'être. Puis le voile la recouvre. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être si belle. Les notes meurent dans l'obscurité. Nous sommes les derniers à hanter les étoiles. Il y a longtemps que le musicien ne joue plus que pour lui-même, et ses mélodies bizarres se perdent dans la salle vide. Ambre s'étire, je l'imite, heureux de cette nuit qui se prolonge bien au-delà du raisonnable. L'astral me sourit, les yeux mi-clos, son nom, je le sais à présent, est Marika, l'aliatrice Marika. Nous avons échangé nos passés respectifs dans un déballage désordonné. Nous ressentions tous de l'urgence de faire connaissance, d'épuiser les détails biographiques pour ne plus avoir à y revenir. J'ai tenté de me résumer, ce que je n'ai jamais su faire. Les moments privilégiés se racontent mal. Alors j'ai ouvert pour elle mon catalogue d'œuvres ratées, mal ébauchées, mes rares réalisations concrètes qui toutes mouraient au bout d'un jour ou deux, figées dans un équilibre impossible à relancer. Marika m'a écouté sans m'interrompre pendant que j'ajustais sur mon visage le masque de l'artiste, incompris de tous, y compris de lui-même. Puis elle a brisé mes apparences en quelques mots avec une facilité insultante. Si tu signes toujours Cluster, j'ai vu un de tes équilibres il y a longtemps, une convergence mécaniste. Je l'avais intégré à une de mes propres mises en scène. Madame est connaisseur. Laquelle était-ce? Le visage dans la gangue, un ensemble de marteaux qui travaillaient un lingot d'argent. Le métal prenait peu à peu la forme d'une tête de femme, puis, au moment où la sculpture s'achevait, un dernier coup plus violent renvoyait le lingot à son état premier. Le cycle complet durait près d'une journée, assez remarquable pour une œuvre de ce type. Je me souviens que ton nom s'étalait sur la moitié du socle dans un cartouche. J'ai protesté. Cet équilibre ne me disait rien, je n'en étais pas l'auteur. Elle répondait avec calme à mes dénégations, décrivant le mécanisme des marteaux et les fioritures de la signature d'une façon si précise que la lumière s'est faite dans mon esprit. Petit à petit, sous l'action conjuguée du violoncelle et de sa voix, je me suis souvenu de ma création. Je me demande d'ailleurs comment j'avais pu l'oublier. Le visage dans la gangue. Ce nom seul portait ma marque.
Je ne suis pas doué pour les titres à l'origine. J'avais voulu retrouver l'esprit des anciens carillons animés, des automates de Vaucanson, mais ce qui m'avait surtout frappé à l'époque, et qui semblait avoir échappé à Marika, c'était l'échec que cette œuvre représentait. Pour qu'un équilibre soit réussi, il faut que son cycle de vie soit le plus long possible. D'ailleurs, appeler équilibre ce qui est en fait un mouvement que l'on voudrait perpétuel renferme une grande tradition qui est l'essence même de cet art. L'immobilisation d'une œuvre constitue à la fois son achèvement et sa mort. Bien sûr, tout mobile finit par se figer au bout d'un certain temps. Tout mécanisme se grippe sans intervention extérieure. Les artistes, comme moi, n'ont pas la prétention de changer cela, mais nous pouvons être là lors de l'instant final et donner le coup de pouce nécessaire afin que tout recommence. Pour un nouveau cycle, nous pouvons tricher. Mes marteaux bien dirigés auraient pu frapper le lingot des siècles durant avant de ralentir leur cadence. Mais 3 mois ont suffi pour que mon erreur apparaisse. Sous les coups, le visage gravé dans l'argent ne s'effaçait plus. La mémoire torturée du métal s'obstinait à livrer au regard, cycle après cycle, les traits meurtris et tuméfiés d'une inconnue. J'ai stoppé moi-même le mécanisme, je m'en souviens à présent. Un fragment de la tête inachevée n'a pas quitté ma poche de longtemps. On porte toujours sur soi la preuve de ses échecs. Comme pour me narguer, Ambre escalade mon bras et s'enroule autour de mon cou. Je frissonne. Marika rit. De retour parmi nous? Tant mieux, je n'aime pas la teinte que la mélancolie donne à tes yeux. Elle les noie. Je prends conscience du silence. Le violoncelle s'est tu, définitivement. Protégés par les cloisons, nous sommes seuls. Mais au moment d'expliquer à Marika que ces paroles ont fait remonter dans mon esprit, un sifflement m'ouvrit l'oreille. Le bip. Il faut que je retourne chez moi. Déjà? Je sors le minuscule récepteur de ma poche et l'éteins, avant de le jeter sur la table. Une demi-heure, le temps de finir ma bière, de rentrer sans me presser, le temps d'un adieu rapide. Marika me change de ville. Tu dois partir, je sais. J'ai appris la règle des échanges. Dommage, j'aurais aimé te connaître un peu mieux. Moi aussi. Ça fait des siècles que personne ne m'avait parlé de mes équilibres comme toi ce soir. D'autres s'en souviennent sans doute. Bonne chance à toi. Ton chat me manquera. Elle se lève en même temps que moi, tend la main vers mon cou et caresse Ambre d'un geste lent, mesuré. Je ramasse le bip, foutu gadget. Il y a des périodes où je traîne dans la même ville des mois entiers, échoué comme une baleine. Alors que je donnerai ma main droite, je suis gaucher, pour partir ailleurs. Je finirai par croire que les étoiles sont bien mortes. Tu veux me faire plaisir? Permets-moi d'assister à ton transfert, je me ferai toute petite. Assister à quoi? Je hausse les épaules. Tu n'auras pas le temps d'agiter le moindre mouchoir, c'est trop rapide. Un instant ici, le suivant dans une autre ville. Parti. Fuite. Pas drôle, aucun intérêt. Falstaff surgit de l'ombre, une chope pleine à la main. Si j'en crois mes vieilles oreilles, tout nous laisse tomber, la dernière pour la route. Je regarde l'heure au récepteur, 26 minutes, une pincée de secondes, pas le temps. Garde-la moi au frais pour la prochaine fois, ou bois-la à ma santé. J'y vais. Avec un rien de solennité, il verse le liquide sur le sol inégal. L'épiderme de Nyradmans se fondit pour l'avaler. Offrande au dieu des voyages. Pour toi bien, Closter, et à demain, où que tu sois. Il disparaît dans le labyrinthe des tables vides. Seigneur, si lui aussi se met à me rendre les départs difficiles, je vais devoir changer de métier. J'oscille d'un pied sur l'autre, incapable de me décider à bouger. Vais-je la laisser m'accompagner? Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment autorisé. Mais qui pourrait le savoir? 23 minutes. Bon, si tu veux venir, dépêchons-nous. Sa figure s'éclaire dans la pénombre. Elle a l'air vraiment heureuse à l'idée de m'accompagner. Rôle de fille. En sortant, je l'entraîne machinalement. Mon bras glisse à travers elle. Crétin. Il y a des moments où je me giflerai. Mes doigts qui jaillissent de son torse comme des projectiles ont quelque chose d'obscène. Je m'immobilise en porte-à-faux et elle se dégage. Sans geste brusque, une lente coulée de matière en fusion. Mon bras émerge, encore illuminé d'elle, la paume sèche comme après avoir cueilli un verre luisant et l'avoir vu s'éteindre sans rémission au contact de la peau.
Je referme la porte avec une douceur exagérée, pas envie de casser quelque chose. Marika rêve debout au milieu de la rue. Tu devrais apprendre à jouer du piano, murmure-t-elle. Je dérape dans une flaque et manque m'étaler une fois de plus. Ambre a abandonné le navire. Je secoue mes pieds trempés. C'est tiède, un peu gluant, agréable. Pourquoi du piano? Ça t'occuperait les deux mains? Non, je plaisante. Ça va avec ton style, pas le violoncelle trop intériorisé. Il t'a suffi d'une soirée pour voir ça. Elle hoche la tête, soudain sérieuse. Ça t'étonne? Avec mon corps, j'ai abandonné beaucoup plus qu'un peu de chair. J'ai perdu le sens des convenances, l'art des détours polis. Je n'ai plus droit au masque. Et je ne vois pas pourquoi les autres seraient moins transparents que moi. Exhibitionniste? Elle rit, esquisse une révérence exagérée. Je cueille Ambre et la réinstalle sur son perchoir. Malgré ses protestations, nous partons. Je saute dans les flaques d'eau, exprès. Certains sont plus froides que d'autres. Marika marche près de moi et je l'observe à la dérobée. Ses pieds glissent sans bruit sur la peau bitumeuse de la ville. Les rues sont vides. Pourtant, j'ai l'impression irritante d'être suivi. Sensation familière. J'ai appris à ne plus en tenir compte, à ne pas me retourner nerveusement au moindre bruit de pas derrière moi. Mais le malaise subsiste. Impossible de m'en débarrasser, comme si des yeux invisibles étaient sans cesse braqués dans mon dos. Je relève la tête. Les rares étoiles s'accrochent au-dessus des terrasses. Entre les replis des toits, de temps en temps, un rideau de lumière tombe d'une façade et nous enveloppe. Marika s'illumine à l'intérieur comme du verre filé. On croirait qu'elle cache une nova dans sa poitrine. Je la regarde avec une émotion qui me rend maladroit et lourd, chaque fois que je trébuche. Ambre plante ses griffes dans mon cou, avec un miaulement indigné. Lorsque nous atteignons l'escalier de fer qui mène à mon atelier, ma peau ressemble à du papier de verre usé. À peine entré, le chat file vers la cuisine. Marika fait le tour du salon, déchiffre avec une tranquille impudeur le titre de mes lèvres. Je l'abandonne pour fermer les fenêtres après un dernier regard à ma ville. Salut, Nirandmans. Quelle sera la prochaine station? La nouvelle case de cette marelle démente où je sautille pieds nus. Tu l'ignores, moi aussi. N'est-ce pas merveilleux dans le fond? Un coup d'œil au récepteur, à peine 5 minutes, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je préfère être allongé au moment du saut et il faut que je fasse le lit. Et Ambre? Il se débrouille, ne t'inquiète pas. Je déplie la couchette, lisse les draps, habitude de vieux garçon. En général, je dors après un transfert. La réaction, je pense. La durée du voyage, quoique infime, n'est pas nulle et j'ai chaque fois l'impression que ma vie se défroisse d'un coup à la façon d'un sac de papier gonflé pour exploser ensuite. Je m'allonge sur le dos. Après une rapide inspection, rien ne traîne. Marika, à mon chevet, a les lèvres serrées. Je lui souris, tandis que le récepteur égrène les ultimes secondes en gargouillis de plus en plus sonores. Salut, demoiselle. Le décompte est commencé. On se reverra ailleurs ou aux étoiles mortes. Bip bip. Les lumières baissent. Marika s'incline vers moi et dégrave son suaire qui tombe à ses pieds. Dans la pénombre, son corps est vide, presque invisible. Chouette cadeau d'adieu. Puis elle se penche. Tu es cinglé? Non, je t'accompagne. Elle se glisse sur moi en moi pénétration lente et lumineuse qui ressemble à une coulée de verre. Je n'ai rien senti. Bip. Trop tard pour me lever. Bip. Respire à fond. J'ai besoin de place pour caser mes seins. Je gonfle mes poumons et... Pourquoi cet engouement pour mon théorie? R. Il s'agit sans doute moins d'un engouement pour le personnage que pour l'art des équilibres, dont il est le maître incontesté. L'artiste, point focal de ses créations si vous voulez. Sans doute vous souvenez-vous de la boutade qui résumait toute sa philosophie. L'univers n'est qu'un vaste équilibre dont l'esthétique nous échappe. Feignons donc d'en être les créateurs. Q. Revenons à mon théorie. C'était un personnage mystérieux. R. Insaisissable serait plus juste. Ses œuvres ont un cycle. Élevé, il a cette détestable habitude sur le plan publicitaire de ne jamais annoncer ses convergences, auxquelles il participe incognito. Le public le connaît donc mal. Q.
Il a tenu lui-même à s'effacer en quelque sorte. R. Tout à fait. Il se sert de sa fortune pour voyager sans cesse et puiser le renouvellement de son inspiration dans la société des villes. Sa trajectoire ne dépend que de son humeur et de ses rares rendez-vous pour des convergences. J'ignore moi-même où il se trouve en ce moment. Que là, nous touchons un point un peu délicat. Devant la diversité des œuvres signées, Monteori et ses nombreuses évolutions de style, des mauvaises langues ont insinué que se dissimulait sous ce nom un véritable atelier. Après tout, les intérêts financiers qu'il représente sont énormes. R. J'espère que le but de cette entrevue n'est pas de donner corps à de telles rumeurs.